Voilà, alors, petite séance humour jusqu'à ce que les personnes arrivent. Bienvenue à cette réunion de parents sans autorité. Alors applaudissez celles et ceux parmi vous qui ont des enfants. Et ceux qui estiment n'avoir aucun problème pour se faire obéir, applaudissez. Monsieur, vous viendrez témoigner tout à l'heure. Alors pour vous aider à retrouver l'autorité que vous avez perdue sur vos enfants, vous allez répéter après moi ces petites phrases clés. Non, je ne t'achèterai pas ça. Non, je ne t'achèterai pas ça. Là, vous pouvez déjà sortir votre carte bleue. Hein. On va essayer de le faire beaucoup plus ferme, beaucoup plus tonique. Non, je ne t'achèterai pas ça. Non, je ne t'achèterai pas ça. Là, en général, l'enfant demande pourquoi, et vous répondez Il y en a qui étaient déjà là la semaine dernière. Autre phrase essentielle, ne brûle pas cette voiture, elle est à nous. Alors avant que monsieur vienne nous rejoindre pour un exercice très concret, on va écouter quelques témoignages de nouveaux adhérents. Vous connaissez le principe, quand un adhérent se présente, vous lui souhaitez la bienvenue en l'appelant par son prénom. Bonsoir à tous, je m'appelle Agnès. J'essaie de faire manger 5 fruits et légumes par jour à mon fils, mais c'est vrai que les pâtes et le riz, c'est moins fatigant à éplucher. Il y a 8 jours, j'avais fait l'effort de cuisiner une ratatouille surgelée. Il a renversé l'assiette par terre, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez le psy. J'ai dit, est-ce qu'il n'aime pas les courgettes parce que c'est le légume préféré de ma mère et que je ne m'entends pas avec elle? Ou est-ce que son dégoût des tomates vient d'une peur du sang au moment de l'accouchement? Le psy m'a dit, c'est vous qu'il faut soigner. Bonsoir, monsieur, dame, je m'appelle Fatia. Moi, je précise que je viens en réunion des parents sans autorité parce que je suis forcée par les autorités. Moi, je l'ai dit à mon fils, j'ai dit, te brûle pas les voitures. Elle m'a dit, promis, maman, je vais juste me promener. Le pauvre, il a pas brûlé la voiture, juste il filmait ses copains. Et comme il filmait avec la fumée. Il a pas vu la police qui arrivait, ses copains qui partaient. Juste à maman, elle a entendu, bouge pas tes cuits. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie-Claude. Moi, j'essaye de faire régner la démocratie participative dans ma famille monoparentale. Souvent, je demande à ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien participer au débarrassage de la table? Elle me dit, je n'en ressens pas le besoin. Je dis ouais, mais c'est un peu comme les impôts, personne ne ressent vraiment le besoin de les payer, mais c'est essentiel. Elle me dit mais moi je suis non imposable. Bonsoir à tous, je m'appelle Geneviève. Dans le civil, je suis professeure d'histoire-géographie dans un collège. Je n'ai aucune difficulté pour me faire obéir. À la maison, j'ai des petits soucis. Après 5 ans de jachère sentimentale, j'ai entamé une liaison avec un collègue enseignant. Il a tenté de rétablir l'ordre dans la maison, confisquant la Nintendo, la Wii, Internet. Mes enfants ont changé les serrures et m'ont interdit de le revoir. Là, j'étais punie dans ma chambre tout le week-end avec leurs devoirs à faire. J'ai réussi à m'échapper pour venir ici. Je voulais juste vous dire, tenez bon, accrochez-vous. Monsieur, venez, c'est à vous. Venez, monsieur. Venez, monsieur. On l'encourage. Le temps que monsieur vienne nous rejoindre, une question fondamentale. Qui commande, les parents ou les enfants? Les parents, vous devez en être sûrs, c'est la base de l'éducation. Qui commande, les parents ou les enfants? Très bien, on va faire avec monsieur un petit exercice tout simple, une situation que tous les parents connaissent. Ce sont les courses au supermarché avec un enfant en bas âge. Allez, on y va? On va faire les courses. Tu te tiens tranquille, surtout. Et pas de crise, hein? Non. D'accord. Papa, s'il te plaît, Oui? tu pourras m'acheter des bonbons? Sans sucre, alors? Tu m'achètes des bonbons? Si tu veux. Mais un C'est petit pas peu. bien compris, monsieur. Le but est de montrer à ses parents déboussolés comment résister aux caprices d'un enfant.
Vous ne devez en aucun cas acheter les bonbons, c'est le but de C'est l'exercice. le but, d'accord. Alors on reprend. Papa, s'il te plaît, tu pourras m'acheter des bonbons? Non, tu n'auras pas de bonbons. Pourquoi? Parce que c'est mauvais pour tes dents. Oui, maman, elle veut des bonbons. Ouais, mais t'en auras pas quand même. Hein. Non. Ah, si tu commences comme ça, on rentre à la maison du suite. On va pas savoir. Allez, on rentre. Bon, en même temps, je peux pas avoir d'autorité. Non, tu n'auras pas de bonbons. Mais pourquoi? Mais parce que c'est mauvais. Mais papa, je t'aime. Moi aussi, je t'adore. Mon papa chéri d'amour que j'aime Ah plus ouais. que tout au monde. Ah ouais, ça, ils savent le faire en plus, c'est vrai. Plus que maman, je t'aime. Ah, ben, Papa, tu m'achètes des petits bonbons. je suis obligé de craquer? Oui. Ouais? Non. Ça n'a pas duré longtemps. Un petit paquet, on prend un petit bonbon. Alors. J'ai des bonbons. Merci beaucoup. Alors, est-ce que monsieur a bien réagi? Non, monsieur, il va falloir revenir aux réunions. Hein. Ce qui est dur à gérer dans ce genre de situation, évidemment, c'est le regard réprobateur des témoins de la scène. Il y a les commentaires indirects. Ah, de mon temps, t'as remis une bonne raclée puis terminé. Hein. On supprime le service militaire à la peine de mort, ça fabrique des terroristes de 3h30. Il y a des gens qui vous donnent des conseils. Oh, je veux pas me mêler, je vous observe depuis tout à l'heure. Vous avez le profil idéal pour postuler à l'émission Super Mani. Il y a une phrase toute simple pour clouer les becs des gens, vous allez la répéter après moi, et c'est « J'aide mon enfant à se structurer ». Et si ça ne suffit pas, vous rajoutez « Et je t'emmerde ». Voilà. Donc, petite séance humour qui nous remet aussi dans les réalités. Voilà, donc je vous disais, c'est l'enfant, il y a le mariage, bien sûr, hein, on avait vu l'homme et la femme, l'identité et l'altérité, et puis, donc c'est l'enfant qui va, c'est donc la chair, et même j'allais dire, c'est à partir de la sexualité que la paternité et la maternité vont se dérouler. C'est-à-dire que quand bien même l'enfant est préparé dans le cœur, voulu, ou que l'enfant n'est pas voulu, à partir d'une relation sexuelle, d'une relation conjugale, un enfant peut apparaître comme ça. Et donc c'est la chair, c'est de nouveau la charnalité, c'est de nouveau la réalité première d'un échange de tendresse entre un homme et une femme qui va faire que tout d'un coup, de mon statut d'homme et de femme, d'époux et d'épouse, je vais devenir père et mère. Et ça arrive assez directement. Et on n'est pas très préparé. Vous avez remarqué, c'est pas une chose. Il n'y a pas eu de grande préparation avant. Et tout d'un coup, je suis mis dans une situation qui m'oblige à une nouvelle relationnalité. Il y avait la relationnalité conjugale qui était là, fondatrice, et comme un écrin dans lequel va s'inscrire cette nouvelle vie qui va naître. Et là, il va falloir rentrer dans une relation nouvelle, qui est la relation filiale, paternelle et maternelle. On pourrait même dire que c'est l'enfant qui fait surgir la famille, car avant on appelle un couple, dès l'instant où l'enfant est là, il y a une famille qui est là, qui va émerger. Et l'enfant apparaît sous cet angle-là, dans cette situation-là, comme le don le plus précieux du mariage. Dans toute situation, d'ailleurs, un enfant est précieux. Je crois que c'est important, ce regard sur la valeur inviolable d'un enfant, la valeur inadmissible d'un enfant. Enfin, chaque enfant a une valeur incroyable, et je crois que c'est important de bien saisir ça, de bien voir ça, y compris dans des situations les plus incroyables. J'étais dans un bidonville à Madagascar il y a quelques temps en arrière, et voilà, il y avait ces enfants qui étaient là dans des situations assez dramatiques, et en même temps, il y avait une sorte de joie, on joue avec eux, ils me courent après, on était là, on se marrait ensemble. La situation est difficile, il y a une souffrance qui est là, et en même temps, chaque enfant était
était respecté dans sa dignité. Alors, il y a des violences, et on sait bien toutes les tragédies qui se passent avec les enfants et tout ça, mais finalement, une société ne pourra véritablement grandir et exister que dans la mesure où elle prend soin des plus faibles et des plus vulnérables de ses membres, et le plus faible et le plus vulnérable, c'est véritablement l'enfant. Et puis, le mystère de l'enfant dépasse infiniment la parentalité ou le projet qu'on a sur eux. C'est un professeur de médecine qui racontait ça un jour, une histoire authentique. Père et mère syphilitiques, tuberculeux, qui avait eu 4 enfants, tous 4 handicapés, 2 morts en bas âge en raison du handicap, 2 autres encore vivants. Un 5e se présente sur le tard et demande à ses étudiants en fac de médecine, « Eh bien, qu'est-ce que vous faites ?» Et les étudiants disent évidemment avortement. Et le médecin dit, vous venez de tuer Ludwig van Beethoven. C'était la situation de la famille de Ludwig van Beethoven. Tout d'un coup, il y a une sorte de mystère incroyable de ce qui peut advenir d'un enfant, voyez-vous. Voilà, donc l'enfant va en quelque sorte faire surgir la famille. Et ce qui est intéressant, quand on regarde dans l'Écriture sainte, les familles, elles sont presque toutes ratées. Il n'y a vraiment pas de famille idéale. Depuis le début, déjà, ça foire la première famille. Adam et Ève, il y a un fiston qui tue son frangin. Franchement, comme succès éducationnel, on fait mieux. Ensuite, si vous prenez David, on n'en parle pas. Il va coucher avec la femme d'un de ses généraux, qu'il fait exécuter après au front pour être là avec lui. Salomon, c'est aussi assez foireux comme histoire. Enfin, c'est très beau que la Bible ne mette pas en scène une famille idéale. Et la Sainte Famille, vous direz, on en parlera tout à l'heure. Mais finalement, dans toute la tradition biblique, et c'est ça la beauté de la Bible, voyez-vous, c'est qu'on ne nous présente pas quelque chose d'idéal. Ce n'est pas un idéal abstrait qu'on nous présente. On nous présente des situations difficiles, confuses, pénibles, abracadabrantes parfois, complètement alambiquées, avec même des crimes et des violences. Dans la jeunesse de Jésus, il y a des prostituées, dans les ascendants de Jésus, ce n'est pas des familles idéales, fantastiques qui sont là. Il y a des enfants adultérins, enfin, c'est un truc complètement fou quand on lit la généalogie de Jésus. Et Dieu s'inscrit là-dedans. Dans la Bible, ce qui est important, ce n'est pas la perfection d'un idéal ou l'accomplissement d'un idéal, même si on veut le poursuivre, c'est l'irruption de Dieu dans la vie des gens qui vivent et qui souffrent. La seule question finalement, c'est pas est-ce que j'ai atteint un idéal ou pas. Non pas qu'il ne faille pas essayer de vivre au mieux l'amour et la conjugalité et la famille, ça c'est autre chose. Mais est-ce que j'ai atteint ça? La question c'est comment j'ai permis à Dieu d'intervenir là-dedans. Comment j'ai permis à Dieu de faire irruption dans ma chair, dans ma réalité, dans mon existence. Et dès l'instant où je permets à Dieu de faire irruption dans ma chair, dans ma réalité, dans mon existence, quand bien même elle n'est pas l'idéal, eh bien quelque chose est transfiguré. Quelque chose est bouleversé, voyez-vous. Et donc, la vraie question, c'est ce que je permets à Dieu de s'introduire dans mes réalités. C'est Fabrice Adjadj qui a écrit un livre, Qu'est-ce que la famille, vous savez. C'est assez intéressant. Alors, il dit, la définition classique de la famille, c'est donc le lieu du premier amour. Il est fondamental que les parents s'aiment, que l'enfant soit aimé, sans quoi la famille ne peut que se dessécher, se décomposer. La famille est le lieu de la première éducation, l'enfant y naît à partir d'un projet parental responsable, où l'on songe à son futur, à sa qualification, à la plus grande compétence possible. La famille humaine est troisièmement aussi un lieu de respect des libertés. Les parents y sont unis par un contrat, et à travers leur mission éducative, ils contribuent à renforcer non pas la dépendance, mais l'indépendance et l'autonomie de l'enfant. Voilà, au cœur de tout ça, il y a le bien de l'enfant, devoir des parents, qui est là par rapport à l'enfant. Et il dit, si on définit comme ça la famille, on vient de définir, non pas la perfection de la famille, mais l'excellence de l'orphelinat. Parce que dans un orphelinat, eh bien, les gens, habituellement, veulent aimer l'enfant, ils sont formés pour. C'est eux qui auront les meilleures compétences pour éduquer l'enfant, puisqu'ils ont suivi une formation pour préparer l'enfant à leur avenir. Et c'est ceux qui auront la responsabilité particulière de prendre une telle distance par rapport à l'enfant, de sorte qu'ils permettent l'émergence de la liberté, alors que les parents sont un peu dans la fusion parfois, et parfois un peu couvents comme ça. Vous savez, on prend l'enfant, c'est la maman qui venait d'avoir des triplés, tout petit, sort de la maternité, dit « Alors comment ils vont tes petits? Lequel? L'avocat, le médecin ou l'ingénieur ?»
Voilà, il n'y a aucune projection, bien sûr. Voilà, donc ça, un éducateur n'a pas nécessairement cette attitude-là. Il dit, voyez, méfiez-vous, suivant la façon avec laquelle on définit la famille, on arrive à avoir la définition de l'orphelinat parfait. Et c'est pas ça que nous voulons finalement, que la famille devienne un orphelinat ou soit considérée comme un orphelinat. C'est-à-dire que ce n'est pas tant dans le faire que se définit la famille que dans l'être. L'important, c'est pas l'enfant comme étant l'objet d'attention et de devoir, mais c'est l'être même de l'enfant qui fait irruption dans une réalité conjugale et qui transforme en quelque sorte cette réalité. C'est l'être même des parents qui va être déterminant. De sorte que, au cœur de la famille, va se jouer un certain nombre de liens, vont se construire des liens. Je vous ai dit que tout est dans la relationnalité, cette relationnalité première de Ish et Isha, de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, qui dans la conjugalité va donner de nouveaux modes de relationnalité. La première donc c'est la conjugalité dans une famille, et ça il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs on a tous fait l'expérience, vous avez tous fait l'expérience. Un enfant ne désire pas tant être aimé par papa et maman, mais rentrer dans cet amour de papa et maman, fondamentalement, de plonger là au milieu. Le coup du lit conjugal le dimanche matin ou le samedi matin à 6h30, voilà, c'est du vécu. Hein, je veux rentrer et pas à gauche et à droite, au milieu. Et juste là, voilà, à l'heure idéale, l'heure de la grasse matinée, voilà. Donc, je veux rentrer dans cette réalité-là. Je viens entre deux. Je prends une main et l'autre. Donc, le réceptacle de l'enfant, c'est la conjugalité. Il y a un lien filial qui va s'établir entre les parents et les enfants, et réciproquement, un lien fraternel entre les enfants entre eux. Il y a le lien transgénérationnel avec les grands-parents, qui est une réalité très très importante. Dans l'Occident, on a beaucoup insisté sur la famille nucléaire, refermée sur elle-même, où, dans le meilleur des cas, les grands-parents servent à garder les petits-enfants de temps en temps. Et c'est plus profond que ça, voyez-vous, la relationnalité. Elle est quand même importante, cette transgénération, les grands-parents. Et puis, quand même, un lien particulier sur lequel il faut insister, c'est la relation avec la belle famille. C'est ce que Fabrice Adjadj appelle la théorie du gendre. Non pas du genre, mais du gendre, qui peut parfois fonctionner, enfin c'est une réalité tout à fait particulière, qui n'est pas sans difficulté, notamment quand maman n'a pas lâché le fiston, et que l'épouse se trouve en concurrence immédiate avec la belle-mère. Ça arrive jamais ici, mais on a vu ça dans d'autres pays comme ça. Ça pouvait exister. Et qui crée une relation de conjugalité tout à fait particulière et assez animée. Il y a quelques sketchs assez intéressants là-dessus sur mais je ne vais pas vous les montrer parce que c'est... Ok, ce sera pour demain matin, au réveil. Mais interdiction formelle de leur montrer à la belle-mère après ou d'envoyer par message secret, vous savez. Vous allez acheter un portable avec numéro non déchiffrable. Belle-mère, auriez-vous l'obligeance de regarder ce sketch, s'il vous plaît? Voilà. Donc, la famille apparaît comme un tissu de relationnalité. Et chaque fois qu'il y a relationnalité, eh bien, il y a un être de chair et de sang en face de moi, que je ne peux jamais enfermer dans la vision que j'ai, dans l'idéal que j'aimerais, que je ne peux pas manipuler. Et ça, c'est très important. Et si je le fais, ça peut exister parfois. Ça s'appelle une perversion narcissique, ou ça s'appelle un manipulateur. Et ce sont des tragédies et des souffrances énormes qui en résultent. Donc, il y a au cœur même de cette structure familiale le principe d'une relationnalité conjugale, filiale, transgénérationnelle, avec la belle famille et fraternelle, et c'est peut-être pas la plus facile à gérer non plus, où je dois accueillir l'autre en tant qu'autre, toujours cette même idée, où il y a toujours cette dialogalité entre je et tu, un tu qui m'engage. Lévinas, je vous le disais tout à l'heure, j'en faisais allusion, c'est Emmanuel Lévinas, donc un philosophe juif, qui a d'ailleurs été très longtemps à Fribourg, en Suisse, et qui a écrit des livres sur l'altérité de l'autre, en sortant justement de l'indistinction, en disant la seule façon, il a vécu dans toute la Shoah et tout ça, et disait la seule façon d'engager éthiquement une personne, c'est le visage de l'autre. Dès que j'ai vu le visage de l'autre, il y a un double phénomène qui va se produire, c'est que l'autre n'est pas moi, donc il m'interpelle en tant que vis-à-vis, et puis la deuxième chose, c'est que le visage de l'autre m'engage éthiquement.
Dès que j'ai vu le visage de l'autre, je ne peux plus tuer, je ne peux plus toucher. Ça, c'est ce que devrait provoquer en moi la vision du visage de l'autre. De sorte que si, à un moment donné, eh bien, je mets la main sur le visage de l'autre, j'ai transgressé la règle éthique fondamentale, qui est tu ne toucheras pas l'autre comme ça, pas comme ça. Hein, voilà. Donc, la famille est un lieu d'émergence de visages qui vont apparaître devant moi et qui vont exiger un engagement total de ma personne, une révolution de ma personne en raison de ce tissu de relations. Alors Fabrice Adjadj dit qu'il y a 3 spécificités qui vont émerger au cœur de la famille. D'abord, un amour sans préférence. C'est-à-dire que je vais devoir... Je n'ai pas choisi. On s'est choisi entre époux, mais enfin... on s'est choisi. Mais ce que je découvre après le choix, c'est quand même un grand mystère. C'est-à-dire que j'ai choisi, mais on demandait des enfants comment il fallait faire pour se marier. Alors, il y a beaucoup de vécu derrière leur réponse. Hein. Alan, 10 ans, vous devez trouver quelqu'un qui aime les mêmes trucs que vous. Genre, si vous aimez le sport, elle doit aimer le fait que vous aimez le sport et vous apporter des chips. Alors, toute référence à des existences vécues, on s'imagine le contexte familial. Hein. Kristen, 10 ans, aucune personne ne décide vraiment qui ils vont épouser avant d'être plus vieux. C'est Dieu qui décide tout avant et on découvre plus tard la personne avec laquelle on est resté bloqué. Alors, Freddy, 6 ans. Il n'y a pas de bon... À quel âge faut-il se marier, la question? Il n'y a pas de bon âge pour se marier. Il faut être un imbécile pour vouloir se marier. Comment peut-on savoir si 2 personnes sont mariées? Derrick, 8 ans. On peut juste essayer de deviner. Par exemple, s'ils sont en train de crier ensemble sur le même enfant, alors ils sont certainement mariés. Qu'est-ce que tu penses que ton papa et ta maman ont en commun? Laurie, 8 ans. Tous les 2 ne veulent plus avoir d'enfants. Voilà. Alors... voilà, enfin, il y a pas mal comme ça. C'est intéressant. Vous voyez, donc, il y a pas mal de construction mentale hein, à démonter par rapport à ces choses-là. Ce que voulait dire Fabrice en disant que c'est un amour sans préférence, c'est-à-dire que justement, l'enfant est un fait, ce n'est ni un droit, ce n'est pas un droit à un enfant. Je n'ai pas droit à un enfant. C'est un langage complètement matérialiste, possessif et mercantile, voyez-vous. L'enfant est une survenance au cœur d'un amour et ça devient comme un fait, une réalité que j'accueille. C'est pour ça qu'il y a un don de la vie qui précède tout engagement personnel, sauf celui de la conjugalité, de l'acceptation d'accueillir ce don, de la disponibilité à accueillir ce don. Mais autrement, il y a une survenance de l'enfant qui arrive là et que j'accueille, où je dis « Ah ben celui-là, il ne me plaît pas ». Il y a beaucoup de théories comme ça aujourd'hui, voyez-vous, soit dans l'examen prénatal, où finalement je vais trier ceux qui me plaisent ou ceux qui ne me plaisent pas, suivant le sexe de l'enfant et tout ça, ou bien alors dans certaines méthodes d'adoption, où finalement j'ai une checklist pour savoir quel type d'enfant j'aimerais, et puis à partir de là, je vais trier sur un catalogue, l'enfant qui me plairait, ou selon certains critères que j'aurais définis. Vous voyez, c'est cette relation mercantile, possessive, de l'ordre non plus de l'être, mais de l'avoir, avec l'enfant est une catastrophe parce que la relation est justement de l'ordre de l'être et non pas de l'avoir. La relation n'est pas de l'ordre de la possession, mais de l'accueil de l'autre dans la stupeur de son unicité, dans l'émerveillement de son unicité et dans l'emmerdement de son unicité. Il faut être réaliste aussi. Le dérangement de son unicité. Hein, ça dérange, ça me fait sortir de mes habitudes, de mes concepts, de mes visions, et donc je suis profondément interpellé. Et ce qui est fondamental, vous le voyez bien, c'est la relation qui, elle, quand l'enfant dit « mais comment peut-on savoir si, que des personnes sont mariées, s'ils gueulent ensemble contre le même enfant ?» Mais il a raison sur une chose, c'est comment peut-on savoir? Ils ont une alliance. Ils sont ensemble, on les voit rentrer à l'église.
hein, comme un enfant qui voyait assister à un mariage, puis alors il voit rentrer la fiancée au bras de son père et la voit sortir au bras de son mari. Il dit, elle n'est pas bête celle-ci, elle est rentrée avec un vieux, elle sort avec un jeune. Voilà, donc voilà. Et puis en même temps, le secret de la relation est indicible. Voyez, le secret de la relation est indicible. Ce que le couple vit dans son intimité, ce qui a été échangé, et après des années de mariage, de joie, de peine, de souffrance, de vie ensemble, de construction, d'échecs surmontés, de pardon donné, tout ce grand mystère de la relationnalité, cela est impayable. L'investissement des parents à l'égard des enfants, c'est quelque chose d'impayable, d'inimaginable. D'inimaginable, voyez. La relation est de l'ordre de l'indicible. Elle est de l'ordre de l'être du vécu, mais de l'ordre de l'indicible. On ne peut pas la définir. De sorte que, si je fais une parenthèse, quand il s'agit de Dieu, je peux avoir des concepts sur Dieu, je peux dire des choses intellectuellement sur Dieu, philosophiquement, théologiquement. Mais ce qui est essentiel, c'est pas ce que je dis de Dieu, c'est ce que je vis avec lui dans la relation. Et cette relation, elle est indicible, elle est non communicable. Je ne peux comprendre vraiment Dieu que dans la mesure où je rentre en relation avec lui. Tant que je veux rentrer intellectuellement et notionnellement parlant, uniquement dans l'ordre de la connaissance notionnelle, c'est impossible. C'est dans le choc de la rencontre que les choses sont vécues. C'est dans le choc de la rencontre que quelque chose peut être saisi par la personne qui vit la rencontre et par personne extérieure. C'est ça le mystère de la relationnalité au sein de la famille. Un amour, si vous voulez, un amour sans préférence qui est là et que l'on vit parce que c'est donné, parce que c'est ainsi qu'il faut le vivre. Alors il dit, imaginez, quand est-ce qu'on aurait un vieux con qui regarde son match de foot et un jeune abruti qui joue à sa PlayStation dans le même salon, si on devait se choisir l'un l'autre, par les regards réciproques comme ça, hein, ça c'est le langage de Fabrice un petit peu, mais il y a des réalités que l'on vit. Le gars gothique ou la fille gothique qui rentre à la maison avec son père en complet cravate et sa mère en tailleur de pièces, finalement, il n'y a qu'un endroit où on peut se rencontrer, c'est dans le salon familial. Parfois avec des éclairs et des arcs électriques, ça c'est possible. Mais il y a quelque chose quand même d'assez particulier. Et c'est ça qui fait la réalité familiale. La deuxième spécificité, c'est que le lien éducatif qui va se constituer au sein de la famille est un lien qui fonde une autorité, bien sûr, mais une autorité qui n'est pas d'abord compétente. On n'a pas suivi des cours. Alors on doit devenir compétent. On doit assumer au plus près de sa conscience, avec des connaissances et un travail sur soi et sur la relation, l'autorité qui nous est confiée. Et autorité est très important. Le mot latin le mot autorité vient d'un mot latin qui veut dire faire grandir, augeo, faire grandir, faire croître. L'autorité, c'est celui qui fait croître celui qui est en face de moi, celui qui fait grandir celui qui est le vis-à-vis. L'autorité n'est pas l'autoritarisme ou le pouvoir. On est aux antipodes de la logique de pouvoir, de prise de pouvoir et de lutte de pouvoir, d'antagonisme. L'autorité, c'est favoriser la croissance de l'autre. On en parlera tout à l'heure dans l'éducation. Donc, le lien éducatif fonde une autorité sans compétence. C'est la présence de l'enfant qui fonde la paternité et la maternité et qui me met devant une situation assez déconcertante, comme cet homme qui parlait, dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit, il me faut un coach, et le coach, ça sera Dieu qui va venir là au milieu. Le père reste père, et il n'a pas à être remplacé par un expert, ex-père dans tous les sens du terme, et donc il y a une relationnalité particulière qui sort de cette logique-là, et nous on le voit parfois avec des jeunes en difficulté qu'on accueille. Il y a parfois des souffrances familiales qui sont là, mais on a vu parfois des pères aller arracher leur enfant de certaines griffes d'institutions pour simplement les sauver, quoi. Dire que là, je suis le père et je prends la décision de te sortir de là parce que là, tu vas crever. C'est que l'expert ne comprend pas toute la relationnalité et tous les aspects. Alors parfois, pour le père ou la mère, c'est difficile, on le comprend bien. Hein. Il y a différentes réalités qui sont là, mais la famille n'est pas une firme professionnelle d'expertise. Et ceux qui ont essayé d'appliquer totalement ces doctrines qu'ils ont lues dans des bouquins, ça n'a pas donné les meilleures choses. C'est François Dolto, par exemple,
parmi les personnes qui finalement ont vécu difficilement leur théorie, au point à la fin de sa vie de dire mais peut-être je me suis un peu trompé quand même. Voilà. Dans la famille, il y a aussi, troisième spécificité, une liberté qui est exercée, mais une liberté sans maîtrise. C'est une aventure, et parfois même un drame, qui répond à des liens qui ne sont pas contractuels, où la différence sexuelle empêche la fusion, où la différence générationnelle empêche le nivellement. Les parents ne sont pas les copains des enfants. Cette relation-là, elle n'est pas correcte, elle n'est pas respectueuse de la différence générationnelle. Il y a un saut générationnel, je vous ai engendré, et par conséquent, nous avons un rapport qui n'est pas le rapport de copain-copine, on a un rapport de père à mère, d'autorité, filiale, d'amour, mais néanmoins, eh bien, je suis ton père, je suis ta mère. Là, il y a Aldo Naori qui a écrit des choses très intéressantes. Je pense que c'est un pédopsychiatre et psychanalyste sur l'éducation. À mon avis, c'est des choses les plus ben, il est père de 8 enfants. Il est grand-père de je ne sais plus combien de petits-enfants. Et donc, il a une pratique médicale de cabinet pendant 30 ou 40 ans, comme ça. Donc, il a touché la patte humaine, la réalité. Il a brisé toutes les théories. Et puis, il dit des choses extrêmement sensées sur l'éducation. Voilà. Donc, la famille est d'abord une logique de généalogie. Il y a une généalogie qui est là. On s'inscrit dans une généalogie. On en parlait tout à l'heure. Et la famille devient le socle charnel, j'allais dire, de l'ouverture à la transcendance. Par la différence sexuelle, par la différence générationnelle, eh bien, nous sommes appelés à découvrir une altérité qui dépasse ma seule personnalité, mon seul ego. Donc la famille est sous le lieu même où devraient se briser tous les narcissismes. Or aujourd'hui, dans toute une vision de la famille, toute une réalité de la famille, c'est plutôt l'exaltation des narcissismes qui se développe. L'enfant, les parents qui veulent se réaliser dans l'enfant et aller au bout des potentialités de l'enfant pour se prolonger eux-mêmes par l'enfant. L'enfant qui devient le centre de tout, le roi de la famille et qui devient l'autorité déterminante, qui commande tout et qui est complètement centré sur lui-même et pas du tout sur le bien commun de la réalité que constitue la famille. Vous voyez, l'enjeu, il est là. Où je deviens des êtres ouverts à la rencontre avec l'autre en tant que différent, ça c'est le propre de la famille, où je deviens replié sur moi-même dans un narcissisme qui est prêt à toutes les catastrophes après. La violence s'inscrit dans ce narcissisme-là. La violence s'inscrit dans cette pathologie du repliement sur soi. Donc la famille devient le lieu de la relationnalité qui m'arrache, qui me fait sortir de moi-même, qui me dépouille de moi-même, qui me dépouille de mes illusions, de mes schémas, de mes idéologies, de mes théories, pour rencontrer l'autre tel qu'il est, dans sa différence, dans sa surprenante différence, dans sa déconcertante surprenance, dans sa dérangeante différence, et dans sa beauté en même temps que je découvre au-delà de la différence, dans sa grandeur, dans sa différence, voyez-vous, hein. Et donc, là, je deviens mûr dans une dimension fondamentale de mon être, qui est l'ouverture à l'autre. L'être humain a 2 dimensions, une dimension d'intériorité, une dimension d'ouverture. L'intériorité est la dimension la plus importante et la plus constitutive, de sorte que si je ne suis pas intériorisé, l'autre me fait très peur. L'altérité me fait peur, parce qu'elle met en péril mon unité intérieure. Et ça, je ne peux pas le supporter, c'est insupportable, c'est douloureux. De sorte que dans une société où on n'intériorise plus, on vit dans le surf, dans la superficialité, dans l'éclatement comme ça, il n'y a plus d'intériorité qui se construit, et donc plus de relationnalité authentique qui peut se bâtir. Dans la mesure où je m'intériorise, je suis capable d'altérité, de rencontre avec l'autre. Alors, il y a 2 intériorités. L'intériorité narcissique qui se replie sur elle-même, c'est pas celle-ci dont je parle, bien sûr. Celle-ci, elle est malade, elle est quelque part un peu pathologique. Elle est en tout cas déstructurante de la personne. Et puis, il y a la relationnalité. Quand je suis confronté à la relationnalité, ça va bien sûr porter atteinte quelque part à mon unité. Je vais sentir des colères, je vais sentir des émotions, des violences, des élans affectifs qui vont monter en moi et qui vont quelque part me déstabiliser. Si je n'arrive pas à les intégrer, j'aurai immédiatement une relation ambiguë avec la personne en face, soit de rejet pour me protéger, soit de repliement sur moi pour me protéger encore, soit de fusion par perte de mon identité, par ignorance de mon identité.
Voyez-vous, donc, cette articulation entre intériorité et relationnalité est très importante, sachant que l'intériorité, c'est-à-dire capable d'intégrer, d'unifier mon être en profondeur pour avoir une sorte de socle, de racine, un peu comme un arbre a des racines, et l'arbre pourra d'autant mieux s'épanouir vers le ciel qu'il a des racines profondes. Les racines sont fondamentales. Eh bien, la famille est le lieu des premières racines, comme la nation est le lieu d'une première racine, voyez-vous. Mon milieu socioculturel appartient à cette généalogie première. Il y aurait deux problèmes. Le problème, c'est le nationalisme, qui est la revendication de mon identité nationale contre les autres. Et le deuxième, qui est une vertu, c'est le patriotisme. C'est l'amour de mon pays qui se situe au milieu d'un concert d'autres pays, d'autres cultures. Voilà. Mais ces racines sont fondamentales en vue de l'épanouissement. Et donc, il va falloir à la fois construire l'intériorité, qui, elle, permet la relationnalité. Et la famille est ce lieu de la double construction. À la fois l'intériorité par l'éducation, et on va le voir tout à l'heure, par la confiance. Et la confiance première se construit dans la première année de l'existence d'un enfant, par le regard que la mère va poser sur l'enfant, et puis le père aussi, mais fondamentalement la mère, c'est elle qui va fonder la confiance première de l'enfant dans la première année de l'existence, qui est le capital confiance d'une vie entière. Voilà. Et donc tout se joue pour la confiance dans la première année qui se structure, qui se développe par la suite, mais qui se joue véritablement dans la première année. Et puis, en même temps, la famille est le lieu de la rencontre avec l'autre que je n'ai pas choisi et qu'il va falloir vivre avec lui. Et vous, le grand problème aujourd'hui, c'est que cette déstructuration intérieure fait que je me retrouve avec toujours les mêmes. C'est le même que moi que je vais chercher. Le défaut d'intériorité fait que l'autre comme différent me fait tellement peur que je recherche le même. Et donc on voit ce phénomène, que ce soit dans la sexualité, parfois l'homosexualité, que ce soit dans les clans, les réflexes claniques, les réflexes identitaires, les groupes. Je suis un ami président de commune, un maire me disait, je disais mais le lien social se délite un petit peu. Il dit non, dans ma commune il y a des dizaines d'associations qui se créent chaque année. Je dis oui, mais il y a ceux qui jouent au pétanque bleu, ceux qui jouent au pétanque vert, ceux qui jouent au pétanque de fer. Oui, mais chacun de plus en plus spécifique. Et puis il y a le fondateur, puis il n'y a personne qui peut prendre des responsabilités derrière. Voilà. Donc on a une sorte d'éclatement du corps social qui fait que je veux rencontrer les mêmes que moi et je refuse la rencontre avec l'autre parce que l'autre me fait peur quelque part, par défaut d'intériorité. Voilà. Alors la famille doit être ce lieu où à la fois j'intériorise et je me construis comme personne et à la fois où je suis capable de risquer la rencontre avec l'autre. C'est pour ça que la famille mononucléaire, si j'ose dire, nucléaire, refermée sur elle-même, n'a jamais été la vision chrétienne de la famille. Dans d'autres cultures, comme en Afrique et tout ça, on sait bien que la famille est très élargie, peut-être parfois un peu trop, puis ça devient un clan, et c'est plus difficile à gérer. Mais quelque part, la famille nucléaire chez nous n'est pas très structurante, parce que finalement, elle ne me permet pas cette altérité. Donc il est important d'élargir les liens familiaux, d'élargir, ici vos enfants sont tous ensemble, là-bas vous les lâchez, et c'est capital pour l'éducation, l'altérité. Je n'ai pas seulement mon frère et ma sœur, je n'ai pas seulement les petits copains de la famille qui sont choisis pour différentes raisons, parce que c'est la famille, parce que c'est un milieu culturel ou je ne sais pas. Tout d'un coup vous êtes confrontés, les enfants sont confrontés à différents milieux culturels, d'autres enfants qui ont d'autres histoires, avec leurs joies et leurs peines, leur background et tout ça. Et tout d'un coup, ils sont appelés à vivre une altérité très tôt. Et c'est fondamental, de sorte que, quelque part, ils vont perdre ce côté sécurisant et maternant, où je veux toujours protéger, toujours garder. Ça, c'est l'attitude plutôt maternelle, et c'est bon, c'est important. Et le père devrait toujours briser. Le père devrait être celui qui appelle à prendre le risque, de risquer la vie, de risquer l'aventure, de prendre des risques, quoi, de prendre des risques. Voilà. Et alors, il peut y avoir des divergences de vues entre l'option féminine et masculine sur ces questions-là, vous comprenez bien. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas la même mission quelque part. L'homme et la femme n'ont pas la même mission naturelle.
tu fais attention, hein. T'as pris les casques, le gant, les trucs. Ouais, on y va, viens, allez, viens, on y va, viens. Ouais, je peux sauter là. Non, il faut pas sauter là. Mais oui, allez, vas-y, saute. On peut aller dans la rivière, mais non, attention, s'il y a l'eau qui monte. Non, mais c'est super sur les cailloux. Voilà, donc, vous voyez, deux visions très différentes, parce que deux missions différentes qui correspondent aussi à des âges de vie, et puis qui correspondent à deux aspects de la personnalité. L'aspect protection qui rassure, l'aspect audace qui ouvre, l'aspect intériorité qui se construit, l'aspect audace qui s'ouvre à l'extérieur, qui est un risque chaque fois. Parce que chaque fois que je rentre en relation avec l'autre, chaque fois que j'ose l'altérité, je prends un risque. Je me dévoile en quelque sorte, je me rends vulnérable à la rencontre avec l'autre. Voilà. Donc, au cœur de cette famille, il y a deux types d'amour, si j'ose dire. Les Grecs, vous savez, avaient toute une... Alors ça, c'est la préparation. Je vais vous demander de vous revêtir de super papy et super mamie. Voilà. Vous avez pris votre combinaison, je pense. Hein. Voilà. Alors c'était le petit schéma que j'aurais voulu vous montrer tout à l'heure. La tentation du monde sans faille, la perfection, la tentation de l'indifférence, la tentation de la toute-puissance. On a vu tout à l'heure. Mec, il a compris la logique. Hein. Et ça, c'est typiquement le comportement narcissique, vous voyez. Hein, le gars, il ne se rend pas compte qu'il est en relationnalité avec d'autres et en concurrence avec d'autres sur un marché assez restreint où ils sont 50 pour 2 postes. Lui, il se dit, alors pour moi, alors c'est pour moi, puis il y a le copain. On sera 2, fusionnels. Le copain qui est le même que moi, qui a pigé comme moi la logique, vous voyez. Alors ça, c'est les cerveaux masculins et féminins. Dans l'interconnexion des neurones, c'est des travaux assez récents qui ont été faits au Canada, je crois, cela. Alors, en haut, c'est le féminin et en bas, le masculin. C'est un peu moins complexe, voyez. Non, je dis ça pour que je dis tout ce que d'autres pensaient, tout va. C'est assez basique, là. Voilà. C'était le petit truc. Voilà, alors c'était ce à quoi je voulais vous venir, ces différentes dimensions de l'amour. Les Grecs avaient 3 dimensions. L'éros, qui a donné érotique, mais qui n'est pas d'abord dans le sens sexuel du terme. C'est l'attraction vers un bien sensible. De sorte qu'un père de l'Église comme Saint Grégoire de Nice pouvait dire que l'éros divin tenait tout dans l'ordre. Le cosmos est tenu par une force d'amour, d'unité, qui s'appelle Eros. Hein, donc vous voyez, il y a une attraction, un appel à la rencontre avec l'autre qui me paraît être un bien pour moi et qui est l'éros. Quand cette attraction devient possessivité, elle revient à l'érotisme et donc à l'instrumentalisation de l'autre pour mon plaisir. Et là, il y a perversion de l'éros. Mais l'éros en soi n'est pas négatif. Le storgé, c'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Le storgé est l'amour familial, l'amour spécifique à la famille, qui tient à la fois de l'éros et à la fois de la philia. La philia, c'est l'amour de réciprocité, et l'agapé, c'est l'amour de charité. C'est je veux le bien de l'autre. C'est un amour spécifique au christianisme. L'amour... comment ça marche, ce truc? Ah voilà, c'est là. L'amour agapé, c'est une invention chrétienne. Elle n'existe pas dans la tradition grecque antique. Voilà. Donc chez nous, on a aimé seulement. Je t'aime. Alors c'est une petite fille qui dit un jour, quand tu dis j'aime les oiseaux, tu les mets en cage. Quand tu dis j'aime les chiens, tu les tiens en laisse. Quand tu dis j'aime les pommes, tu les croques. Et quand tu me dis je t'aime, j'ai très peur. Voilà, d'être instrumentalisé. Alors Eros dit tu me plais, Storgé dit je suis de ta famille, Philia dit je t'aime bien, Agapé dit je t'aime. Vous voyez, il n'y a plus rien. Eros s'inspire des hormones et de l'émotion, Storgé des liens génétiques et généalogiques, Philia du cœur et de la volonté, et Agapé de la grâce de Dieu et de notre foi. Eros dit je t'aime parce que tu m'attires, Storgé dit je t'aime parce que nous sommes parents, Philia dit je t'aime parce que j'aime vivre en ta présence, et Agapé dit je t'aime, non pas je t'aime si ou je t'aime parce que, mais tout simplement je t'aime. Et donc ce qui va être assez spécifique de l'amour familial, c'est d'abord ces liens de sang, l'amour storgé, qui sont essentiels parce qu'on vit du même sang, parce qu'on vit d'une même réalité,
mais qui n'est pas l'absolu de l'amour, voyez-vous. Cet amour storgé peut être extrêmement possessif, extrêmement enfermant, extrêmement repliant sur soi-même, et donc est un point de départ, mais pas le point d'aboutissement de l'amour familial. Ce sont des liens très forts. L'amour storgé, on le voit bien, sont des liens très très forts qui peuvent conduire à des héroïsmes parfois, à des générosités extraordinaires, mais pas toujours à une juste structuration de la personne. Pas toujours à une juste structuration de la personne. Hein, on a eu des situations, je me souviens toujours d'une situation vraiment douloureuse qu'on a vécue avec un jeune toxico, et qui avait déjà des années de toxicomanie, et chaque fois qu'il arrivait à la maison, ses parents ouvraient la porte, puis un jour je leur dis, écoutez, il n'y a qu'une manière véritablement d'aider votre enfant, c'est de fermer la porte, et de ne plus accueillir votre enfant. Tant qu'il saura qu'il y a une solution du côté de la famille, il ne s'en sortira jamais. Les parents disent, on ne peut pas, c'est pas possible, ce monde-là c'est impossible. Alors je leur ai expliqué, oui, du point de vue de l'amour storgé, c'est impossible. Le lien de sang est trop fort. Du point de vue de l'amour agapé qui dit, je t'aime plus que moi, je suis même pas capable de passer sur ma douleur, ma souffrance, pour vouloir ton bien. Et ton bien, c'est qu'à ce moment-là, tu puisses faire une cure, ou même aller en prison, pour faire la rupture avec la drogue et repartir. Alors, à ce moment-là, eh bien, oui, de ce côté-là, vous devez le faire. Et ils l'ont fait. C'était tellement terrible que le fils a défoncé la porte. Les parents se sont enfermés dans leur chambre à coucher, ont appelé la police. Et juste au moment où le fils défonçait la porte de la chambre à coucher, les flics sont arrivés, on peut arrêter l'enfant, le maîtriser. Eh bien, cet enfant est sorti de la drogue depuis ce moment-là. C'était le point de départ de la sortie. C'était atroce pour les parents. C'était inimaginable. Ils ont dit que là, c'était plus dur que de monter l'Everest pour nous. C'était inimaginable ce qu'on a dû faire là, à ce moment-là. Et on a compris que c'était la seule manière d'aimer notre enfant. Et l'enfant qui hurlait, vous m'aimez plus, c'est n'importe quoi, vous êtes des parents de merde. Vous entendez ça, c'est un peu dur à encaisser. Alors vous avez tout fait pour l'enfant, enfin vous êtes vraiment dévoué et tout ça. Eh bien voyez-vous, ce passage de l'amour storgé à l'amour agapé, qui est l'amour du don. Hein, dans toute la pensée de Jean-Paul II, il y a cette idée centrale que Dieu nous donne les uns aux autres. La première chose qui nous est donnée, c'est notre propre vie. Dieu nous donne à nous-mêmes. Ça, c'est le cœur de ce qu'on appelle l'anthropologie, la vision de l'être humain dans la pensée de Jean-Paul II, mais qui est une tradition de l'Église d'ailleurs, mais que lui a bien systématisée, en disant l'homme est donné par Dieu à lui-même. Et le premier acte de liberté que je pose, c'est de m'accueillir comme un cadeau de Dieu. Pas parce que je me plais, pas parce que je suis génial et que je suis fantastique et je trouve vraiment que je suis le génie du haut de ses bois. Non, parce que c'est moi et que Dieu m'a donné à moi tel que je suis. Et qu'il m'a donné au titre d'un amour qu'il a pour moi, d'un amour infini, sans limite et sans condition. Et donc, le premier acte de liberté, c'est de m'accueillir comme un don de Dieu. Je ne peux pas rentrer en relation avec l'autre si je ne suis pas accueilli comme un don de Dieu. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que puisque la relation avec l'autre consiste à me donner, je ne peux pas donner ce que je ne possède pas. Si une partie de moi est refusée, s'il y a une partie de moi que je n'aime pas, que je n'ai pas acceptée, eh bien, ce que je vais donner, c'est une partie de moi. Le deuxième aspect qui est plus douloureux, c'est que nécessairement dans la relation, cette partie que j'aime pas va me péter. On appelle ça l'effet miroir. En voyant l'autre, en étant acculé parfois à mes pauvretés, à mes limites, que je n'accepte pas, je vais réagir très violemment et de manière complètement disproportionnée. Parce que, n'acceptant pas cette limite et cette pauvreté, eh bien, je surréagis en raison de ma blessure. Et comme c'est un effet miroir, je vais croire que c'est l'autre qui a un problème. Quand je vois chez l'autre le problème que j'ai, ne l'acceptant pas chez moi, il me fait tellement peur que je dis « Ah, t'as un problème !» C'est là que j'ai oublié que quand on montre quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui nous montrent nous-mêmes en retour. Et que si une chose m'énerve profondément chez quelqu'un d'autre, c'est que le problème, il est chez moi et qu'il va falloir que je travaille sur moi-même, voyez-vous. Donc, si je ne m'accueille pas totalement comme un don de Dieu, je ne suis d'abord pas dans la liberté par rapport à moi-même. Il y a une partie en moi qui est asservie par le refus du don et une partie en moi qui ne pourra jamais se donner. Et ça, on le voit, c'est très douloureux dans la relation de couple et familiale. Il y a des points qu'on ne peut pas toucher. Ah, mais ça, je ne peux pas parler. Oh, c'est trop sensible. Oh, je vois bien où est le problème, mais ça, je ne peux pas le dire. Parce que si je le dis, ou ça va exploser, ou il va partir, il va se casser, ou elle va se casser. Et donc, voilà, tout ce travail sur soi est fondamental. Donc, Dieu nous donne à nous-mêmes,
je me retrouve vraiment qu'en me donnant en retour à Dieu et aux autres. Et à ce moment-là, j'accueille l'autre comme un cadeau de Dieu. Donc on est complètement dans une logique de don. On n'est pas dans une logique de marchandage, de justice d'abord, de dette les uns à l'égard des autres. C'est pas ça la relation fondamentale. La relation fondamentale de la conjugalité et de la famille, c'est le don et c'est la gratuité. Derrière le don, il y a une gratuité fondamentale. Et fondamentalement, eh bien, Dieu t'a donné à moi. Et donc je deviens le gardien du don qui m'est fait. C'est dans ce sens-là que la responsabilité des uns à l'égard des autres s'établit, parce que je suis gardien du don qui m'est fait de l'autre, et que l'autre me fait à moi-même. Mais en même temps que je me donne, je me livre. Quand le Christ se donne, il se livre, corps livré sans verser. Et quand il s'est donné à l'homme, qu'il s'est livré entre les mains des hommes, on l'a saccagé. Et encore aujourd'hui, dans son corps et son sang, il se donne à nous, et on peut le saccager, voyez-vous, hein? Ou alors l'adorer. L'adorer. Voilà. Donc la relation de don nous conduit dans une extrême vulnérabilité, et en même temps, en donnant à l'autre quelque part un pouvoir sur moi, dans une extrême désappropriation. Et cette désappropriation est le lieu de la plus belle expérience de la relation. Quand chacun se désapproprie de soi pour être donné à l'autre, c'est la formule même du mariage. Je me donne à toi comme époux et je te reçois comme épouse. Je me donne à toi comme épouse et je te reçois comme époux. Une des formules du mariage. Elle est centrale, cette formule-là, voyez-vous. Je me donne et je te reçois. Voilà. Donc cet amour a pour siège non pas le lien génétique, le lien généalogique. Il n'a pas comme siège le sentiment, il n'a pas comme siège le cerveau. Imaginez-vous que Roméo s'approche de Juliette et dit « Le néocortex qui fabrique mon moi est excité jusqu'à sa zone de Broca par des stimuli nerveux causés par cet agrégat d'atomes anthropoïdes que par communauté on appelle toi Juliette. » La femme, elle craque, quoi. Là, elle dit « Ouah, tu sais parler, toi, femme. Ouah, je suis un agrégat d'atomes anthropoïdes. Ouah, tu m'as compris dans le plus secret et le mystère de mon être. » Et t'as craqué. Et ton néocortex a réagi devant l'agrégat d'atomes anthropoïdes. Oh, c'est incroyable. Qu'il est beau, ton néocortex. Bon. Voilà. Et c'est... voilà. Donc, aimer, c'est vraiment dans cette logique-là, dans cette histoire de don, et non pas dans oui, c'est le cœur même de la relationnalité. Voyez-vous, on est au cœur de la relation. Alors, élément clé, élément important, on va arrêter là. Eh bien, c'est un chemin. Ce chemin du moi à toi, ce chemin du moi à l'autre, ce chemin de l'accueil du don de moi-même au fait de me donner moi-même en retour, et de l'accueil de l'autre comme un don dans son unicité, et non pas tel que j'imaginerais le recevoir, ne pas restreindre le don de moi-même, ni accueillir l'autre de manière restrictive, mais accueillir la totalité du don de l'autre, comme l'autre est appelé à accueillir la totalité du don de moi-même, avec ses défauts, ses qualités. Eh bien, c'est un long travail. C'est un long travail. Et ce travail ne se fait pas sans difficulté, sans arrachement, sans frottement, sans pardon. C'est un vieux couple qui me disait, après 50 ans de mariage, notre amour a grandi de pardon en pardon. Et les Juifs ont une très belle expression pour dire, pour illustrer un petit peu ça. Ils disent que quand on a une difficulté relationnelle, c'est comme si on coupait le lien qui nous unit, et chaque fois qu'on se demande pardon, on fait un nœud à ce lien, à cette corde qui nous unit. Mais à force de faire des nœuds, vous voyez, les extrémités se rapprochent. De sorte que la relation, à force de pardon, eh bien, rapproche les personnes les unes des autres. De sorte que finalement, on n'a même plus besoin de ce lien, on a l'étreinte physique. L'autre est tellement proche que ce lien qui était là n'est plus nécessaire en tant que tel. L'étreinte de la proximité suffit à bâtir la relation. Voilà, donc on va peut-être arrêter là sur cette question. Mais vous voyez, retenez bien cette idée que au cœur de l'amour, au cœur de la famille, il y a la relation. Et cette relation, elle va être constitutive ensuite de ma maternité et de ma paternité, dans une double bipolarité, si on peut dire, la bipolarité parentale, le père-mère, où les missions ne sont pas interchangeables, et la bipolarité des besoins de l'enfant. Quant à sa sécurisation
c'est l'intériorité, c'est l'aspect maternel. Quant à son autonomisation, si j'ose dire, sa croissance, ce risque, cette audace de la vie, qui est l'aspect plutôt paternel. Et donc, des deux côtés, il y a une bipolarité. Quant aux parents, je suis père et mère, et c'est pas la même chose que d'être père et mère. Un père n'est pas une mère n'est pas un père. Si on est dans l'ordre de la fonction et du symbole, on peut jouer des rôles. On peut être des bons acteurs. Si on est dans l'ordre de l'identité maternelle et paternelle, assumant mon identité masculine et féminine, ma chair masculine et féminine, alors dans ce cas-là, je ne peux plus jouer l'autre. Et puis de l'autre côté, l'enfant est en appel de cette double relation maternelle et paternelle par son besoin de sécurité et d'intériorité et par son besoin d'ouverture et d'altérité et d'audace et d'aventure. Voilà. Alors c'est ce qu'on verra demain.